Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Le titre de la conférence, c'est « Chaque demi-degré compte ». Je crois que c'est une excellente entrée en matière à la problématique à la fois de la science et de la politique du changement climatique. Je dirais en très brève introduction que toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'inquiètent pour le climat de la planète sont soumis à des informations et à des signaux complètement contradictoires. D'un côté, la science nous dit que la situation est grave, qu'elle s'aggrave en plus, et qu'il n'y a pas une minute à perdre pour renverser les tendances des émissions de gaz à effet de serre. De l'autre côté, toutes les observations nous indiquent qu'on n'en est pas du tout là pour l'instant, que les émissions mondiales continuent à augmenter. Alors on peut se poser la question de savoir si elles augmentent moins vite que si on n'avait pas déployé les efforts qui ont déjà été déployés, mais en tout cas, elles continuent à augmenter. Donc la situation est très préoccupante. Comment expliquer cela? Sans doute est-ce parce que les politiques qui ont été mises en œuvre, quand elles ont été mises en œuvre, n'ont pas été suffisamment ambitieuses, mais c'est aussi parce que le défi à relever est vraiment tout à fait considérable, on pourrait dire inouï au sens fort du terme. Il s'agit de défaire d'ici 2050, en gros, donc en 30 ans, un système technico-énergétique, si on peut dire, qui s'est déployé tout au long des 2 siècles de la révolution industrielle. Et par conséquent, c'est un changement qui doit impliquer tous les acteurs. Évidemment, les gouvernements qui doivent mener des actions plus ambitieuses, mais également les entreprises, les citoyens, d'une certaine manière. Mais c'est un point que l'on pourrait éventuellement discuter. Je crois que dans ce domaine, nous sommes tous responsables, y compris nous tous, citoyens, dans nos pratiques de consommation, dans nos habitudes. La question du climat doit vraiment être l'affaire de tous. Alors, que faire ? Pour répondre à cette question, je suis très heureux d'accueillir ici aujourd'hui, au nom de la communauté scientifique grenobloise, qui est très impliquée dans tous ces domaines et qui est impliquée sur un mode très pluridisciplinaire, je dirais. Je suis très heureux d'accueillir Valérie Masson-Delmotte. Donc, que faire, à la fois en matière de science, mais aussi en matière d'action et de politique. Et je pense qu'en effet, Valérie est une des personnes les mieux qualifiées, les mieux placées pour mettre les connaissances scientifiques au service des grandes transitions écologiques, du climat à la biodiversité. C'est donc avec la plus grande attention que nous l'écouterons d'ici peu, pour qu'elle nous rende compte de sa riche expérience, à la fois, je dirais, de scientifique et de citoyenne engagée sur ces questions. Mais auparavant, je vais laisser la parole à Lise Dumazy, qui est présidente de la communauté d'universités et d'établissements UGA, pour qu'elle nous donne quelques mots d'accueil également. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il m'appartient en effet officiellement d'ouvrir ces conférences d'exception. Et je vous avoue que c'est toujours avec un très réel plaisir que je le fais, avec aussi une émotion de voir à chaque fois très nombreux réunis pour y assister. Ce soir, on affiche complet, et cela depuis plusieurs semaines. Ce succès est sans doute la plus belle des démonstrations du fait que ce cycle de conférences a dorénavant conquis un haut et constant niveau de notoriété. Et cette même notoriété profite à l'ensemble de notre communauté, et bien au-delà, puisque ce sont des conférences ouvertes à tous les publics. Alors, à travers ce cycle conférences d'exception Faire connaissance, l'objectif de la communauté Université Grenoble-Alpes et de l'ensemble des établissements qui la constituent est clair. Il s'agit de donner un accès à des personnalités renommées et à des savoirs de haute qualité afin d'éveiller la curiosité des publics, de susciter les échanges et les rencontres, d'informer les publics aux meilleures sources et de permettre le débat. Le succès d'aujourd'hui est aussi évidemment dû à la thématique choisie, celle du changement climatique qui occupe si souvent l'actualité de notre pays et de la planète tout entière et qui préoccupe tant de citoyens, et à juste titre, puisqu'en réalité, il est bien question de notre avenir commun, même si cette préoccupation, on vient d'y faire allusion, ne se traduit peut-être pas assez rapidement dans les prises de décision politiques globales.
Ce thème doit bien sûr nous interroger en tant que chercheurs, dont le propre est d'explorer et de contribuer au savoir et au progrès. Mais quel sens aurait ce dernier mot, le progrès, s'il allait à l'encontre de l'avenir de notre humanité et de la survie de notre propre planète? Et c'est bien de cela qu'il est question. Alors qu'hier même, Romain Gary faisait son entrée dans la mythique collection de la Pléiade, je voulais vous lire ces quelques mots issus de son roman « Les racines du ciel ». L'espèce humaine, écrit Romain Gary, est entrée en conflit avec l'espace, la terre, l'air même qu'il lui faut pour vivre. Comment pouvons-nous parler de progrès alors que nous détruisons encore autour de nous les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie ? Alors, ce roman a été publié pour la première fois en 1956 et on peut dire que ces mots nous frappent encore par leur actualité. Ils ne peuvent que résonner fort dans nos esprits lorsqu'on sait l'urgence actuelle en matière d'environnement et de changement climatique. Parce que, comme le rappelle si bien le titre de cette conférence en la matière, chaque demi-degré, chaque année et chaque choix compte. Enfin, et surtout, le succès des conférences d'exception est bien sûr dû à la qualité de nos intervenants. Ce soir, nous avons ainsi l'honneur de recevoir Valérie Masson-Delmotte, climatologue, chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CEA et coprésidente du groupe numéro 1 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC de son petit nom, qui est dédié à l'étude des principes physiques du changement climatique. Pour rappel, le GIEC a depuis plus de 30 ans pour mission d'évaluer l'état des connaissances sur l'évolution du climat et les rapports produits par cette institution viennent alimenter les négociations internationales en même temps qu'ils tentent d'alerter les décideurs et la société civile tout entière. Merci sincèrement, chère Valérie Masson-Delmotte, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de ne pas vous être contenté de cette conférence, car vous le savez tous, nos conférences s'accompagnent à chaque fois de rencontres fructueuses avec les équipes scientifiques, mais aussi d'échanges avec des doctorants, avec des étudiants ou des lycéens de notre académie. Le monde académique a en effet la lourde responsabilité de former les générations futures aux défis de connaissances et aux enjeux sociétaux associés à la question du réchauffement climatique et plus largement d'ailleurs aux changements globaux. Chère Valérie Masson-Delmotte, vous avez aujourd'hui même rencontré les élèves du lycée Mounier à Grenoble et je suis sûre que, comme il est à chaque fois le cas, les retours des lycéens et des enseignants après ces moments d'échange privilégiés sont toujours extrêmement positifs. Rappelons-le aussi, la conférence de ce soir vient clore la Grenoble New Space Week. Alors, le New Space, c'est le terme utilisé pour désigner une nouvelle manière de concevoir et de développer les missions spatiales grâce à l'émergence de nanosatellites. Alors, le nanosatellite n'est évidemment pas de la taille de la nanoparticule. Hein. Il faut ramener, je dirais, le nano à chaque fois à la taille de départ. Mais ce sont quand même des tout petits satellites. Alors, quel rapport avec le climat, me diront peut-être certains. Le lien ne semble pas aller de soi du premier abord pour un non-initié, mais en réalité, la recherche sur le climat est très dépendante des observations spatiales. Plusieurs missions spatiales, dans lesquelles les équipes grenobloises ont souvent su être associées, sont dédiées au suivi du climat et des effets du réchauffement. Dans cette même optique, rappelons que l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, l'OSUG, est très actif dans l'étude et le développement des nanosatellites et que ces derniers sont de potentiels nouveaux modes d'observation, notamment pour le suivi des gaz à effet de serre. Enfin, la communauté scientifique grenobloise est investie de longue date dans la recherche climatique, avec un rôle pionnier pour tout ce qui touche aux régions polaires, mais pas seulement. Et lorsqu'il s'agit d'observer des zones de haute montagne ou des régions tropicales, là encore, les observations spatiales sont une ressource précieuse. Donc, du climat à l'espace, finalement, il n'y a qu'un pas. Enfin, tout en étant particulièrement actif dans les études climatiques régionales, il faut souligner que les climatologues grenoblois n'en sont pas moins très engagés dans la structuration internationale. En témoigne leur participation de longue date aux différents exercices du GIEC et leur contribution à la rédaction des 3 rapports spéciaux lors de la COP 21. Cela se traduit également par un taux de réussite inégalé en réponse à l'initiative présidentielle Make Our Planet Great Again, avec 5 dossiers d'accueil longue durée retenus pour Grenoble, concernant des chercheurs de 4 nationalités différentes. C'est fort de ces réussites et de cet engagement que nous sommes
fière de vous accueillir, chère Valérie Masson-Delmotte. Je vous remercie encore très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également les équipes qui travaillent à la réalisation de ces conférences. C'est, vous le savez, un vrai projet collectif auquel tous les établissements contribuent, que ce soit pour la programmation ou la mise en œuvre. Tous les établissements, tous les organismes de recherche, tous nos partenaires, tous les partenaires qui font ce site de Grenoble. Je tiens à souligner que cette fois-ci, cette conférence est organisée avec une collaboration très précieuse des équipes du CESUG et de l'OSUG et avec le soutien également précieux de la Fondation UGA. Je tiens enfin à adresser un salut particulier à Hélène Deschamps du service vie étudiante de la commu UGA. C'est elle la véritable chef d'orchestre, la femme de l'ombre de ce temps fort. Merci à Hélène. Et puis un grand merci à vous tous ce soir qui assistez à cette conférence et qui, j'en suis sûre, entrerez dans un débat tout à fait passionnant avec Valérie Masson-Delmotte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente soirée et une très belle rencontre avec Valérie Masson-Delmotte. Merci. Bien, je vais maintenant introduire notre conférencière, mais auparavant, je me permettrai de rajouter quelques mots à l'intervention de Lise Dumazy pour indiquer que la communauté grenobloise sur le climat est effectivement très vivante, et cela se manifeste par exemple par l'organisation tous les 2 ans d'une école d'été qui s'appelle école d'été autour du 2 degrés, et qui est une école d'été qui va se dérouler à Autran au début juin, qui est très interdisciplinaire, puisqu'elle regroupe véritablement des communautés des géosciences et de l'environnement, mais aussi des sciences sociales assez nombreuses et assez bien représentées, des sociologues, des économistes, des juristes qui s'intéressent à ces questions. Donc ça témoigne, je dirais, de la vitalité de cette communauté, à la fois de son souci de se structurer et d'être en communication avec la meilleure science possible sur ces questions-là. Valérie Masson-Delmotte, donc vous avez fait des études à l'École centrale de Paris en 1996. Vous êtes docteur en physique des fluides et des transferts, et votre thèse porte sur la question de la simulation du climat de l'Holocène moyen à l'aide de modèles de circulation générale de l'atmosphère. Vous avez été recrutée très tôt par le CEA, et vous avez été directrice d'un laboratoire, et depuis 2008, vous êtes directrice de recherche au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et vos recherches portent à la fois, ou ont porté à la fois sur les climats du passé et l'impact des climats futurs. En 2018, vous avez déjà contribué à plus de 200 publications scientifiques et fait partie de nombreux projets nationaux et internationaux, et je suis prêt à parier que ce n'est pas fini. Vous avez joué en particulier un rôle clé dans le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, connu en anglais sous le terme IPCC, en contribuant notamment à la rédaction des 4e et 5e rapports du GIEC. Le 7 octobre 2015, vous êtes élue comme coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, qui travaille sur les bases physiques du climat. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas, tout le monde n'est pas au courant de la structure du GIEC. Le GIEC est structuré autour de 3 grands axes de recherche. Donc les bases physiques du climat, groupe de travail numéro 1, groupe de travail numéro 2, les impacts du changement climatique, et groupe de travail numéro 3, où on retrouvera plutôt des représentants des sciences sociales et de l'économie, groupe de travail numéro 3 sur l'atténuation, c'est-à-dire comment limiter les émissions de gaz à effet de serre, comment limiter le changement climatique. Par ailleurs, depuis peu, vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat qui a été créé à l'automne dernier et qui est placé auprès du Premier ministre. Et à ce titre, vous jouerez un rôle, j'en suis sûr, très éminent et très efficace pour encourager le gouvernement français à augmenter l'ambition et les moyens de ses politiques. Vous êtes en effet également, vous êtes une scientifique de haut niveau, c'est évident, mais également une citoyenne engagée. Vous avez été en pointe dans le combat qu'il a fallu mener au cours des années passées contre le climato-négationnisme ou contre les climato-sceptiques. Et en particulier, vous avez été à l'initiative d'une tribune qui rassemblait la signature d'environ 400 signataires, dénonçant les mensonges, les infox, les fake news, qui étaient diffusés par les climato-sceptiques. Vous avez
de ce fait, enfin pour ce faire, publié également un ouvrage, Le climat, le vrai et le faux. Et en 2015, vous avez signé un appel aux côtés d'une centaine de personnalités internationales demandant à laisser les énergies fossiles dans le sol. Plus récemment, en 2018, vous avez écrit une lettre au ministère de l'Éducation nationale pour que les sciences du climat soient mieux représentées dans les programmes d'enseignement et en particulier dans les programmes de lycée. Donc, activité scientifique de très haut niveau, engagement personnel vigoureux, je dirais, plus des activités de médiation scientifique, dont la journée, je dirais certainement, que vous avez passée ici à Grenoble, médiation scientifique à destination des citoyens et des jeunes, une carrière déjà très bien remplie et très complète. Cela vous a valu un certain nombre de distinctions. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur depuis 2018 et vous avez reçu une dizaine de prix scientifiques de haut niveau. Je ne vais pas tous les citer. Sans doute le prix d'honneur, le prix Nobel que vous avez obtenu conjointement avec les auteurs du GIEC et Al Gore en 2007. En 2018, c'est tout de même à noter, vous avez été identifié par le magazine Nature, un des plus grands magazines scientifiques, comme faisant partie des 10 scientifiques qui ont le plus marqué l'année 2018. Et enfin, en 2019, vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS. Donc, c'est un très beau parcours et je pense que de fait, vous êtes bien qualifié pour nous parler aujourd'hui de ce qu'il convient de faire afin qu'on puisse mener l'ensemble des actions, des actions de recherche et des actions politiques pour limiter au maximum le réchauffement climatique. Je vous laisse maintenant la scène et vous avez 3 quarts d'heure. Alors, je règle juste la technique. Vous voyez que ça peut mener à tout d'avoir envie de travailler sur les climats passés quand on est un élève ingénieur de 22 ans. Donc je veux vous parler de changement climatique. Et dans cette présentation, je voudrais vous parler un peu des sciences du climat, et avec un accent un peu plus fort sur la partie de l'observation, de la compréhension, de la modélisation du climat. Dire quelques mots sur le rôle du GIEC qui a déjà été introduit. Et puis me focaliser sur les points clés du rapport spécial d'octobre 2018 sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, tout en vous présentant notre calendrier de publication d'évaluation de l'état des connaissances, qui est très dense pour cette année 2019 et qui va se poursuivre jusqu'en 2023. Alors je vais démarrer autour de la formidable... Ça marche pas ? Je voudrais démarrer autour de la formidable aventure scientifique des sciences du climat. Et donc, avec... c'est étrange. Avec, donc, pour démarrer, quelques repères chronologiques. Donc, le mot climat, il vient du grec, parce que dès l'Antiquité, les penseurs grecs avaient traduit, sous forme conceptuelle, une longue tradition orale qui existe encore dans certaines régions du monde, qui transmet une connaissance de terrain sur la variabilité à long terme des conditions météorologiques. Et on rapporte à Aristote ses propos, de même que chaque saison, on a l'alternance été-hiver, sur une longue période de temps se produisent des changements plus graduels. Entre le moment où il démarre et il se termine, des nations entières périssent ou sont détruites, ce qui montre une pensée sur même la variabilité climatique sur le temps long et son interaction avec l'évolution des sociétés. Alors, vous voyez que j'essaie de faire un peu durer jusqu'à avoir les supports visuels. Alors, donc, beaucoup de points de repères viennent de l'Antiquité, avec par exemple la capacité à mesurer les crues du Nil sur des marches d'escalier graduées, ce qui en font les chroniques directes, observées, quantifiées de la variabilité climatique les plus longues qui existent. Beaucoup de connaissances ont été produites également dans le monde arabe au moment du Moyen-Âge. Et puis, les étapes importantes d'histoire des sciences suivantes, c'est l'invention des instruments de mesure, bien sûr, les thermomètres, les baromètres, à la fin du XVIIe siècle, qui commencent à permettre d'avoir une observation quantifiée, puis avec la standardisation des méthodes d'observation, la capacité à construire de grands réseaux d'observation. Et c'est grâce à ce travail-là
qu'on est capable d'évaluer l'évolution de la température à la surface des continents ou des océans depuis le milieu du XIXe siècle. En parallèle, on a la construction des connaissances théoriques qui sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l'atmosphère, des océans, le rôle de la cryosphère, la neige, la glace, les sols gelés, l'interaction entre le système climatique et le cycle du carbone, donc avec la construction de repères théoriques au fur et à mesure des derniers siècles, avec en particulier la physique des fluides, la thermodynamique, et je veux dire un mot particulier sur les transferts radiatifs, puisque Joseph Fourier a contribué à ce progrès des connaissances théoriques qui sont importantes pour comprendre le fonctionnement de l'atmosphère. Donc l'atmosphère qui laisse passer la plus grande partie du rayonnement solaire, qui chauffe les surfaces. Une partie va être réfléchie, les surfaces brillantes, certaines particules dans l'atmosphère. Et puis, le bas de l'atmosphère, la surface des continents, des océans qui est chaud, va émettre un rayonnement infrarouge. Et dès le XIXe siècle, on a compris que certaines substances présentes à l'état de traces dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou la vapeur d'eau, ont la capacité à absorber une partie de ce rayonnement infrarouge et le réémettre. Et en interaction avec le profil de température dans l'atmosphère, c'est vraiment la base de l'effet de serre. Donc cette physique, elle est solide, elle est bien établie, et graduellement, elle a profité d'autres progrès. Par exemple, les progrès des outils de modélisation, le progrès des moyens de calcul, pour parvenir à avoir des outils de modélisation du climat. Donc, dès l'après-guerre, les ordinateurs les plus puissants de l'époque ont été utilisés pour la prévision du temps, c'est-à-dire à partir de l'état initial de l'atmosphère, être capable d'anticiper à quelques heures, à quelques jours, pour faire de la gestion de risque, en fait, et se prémunir des conséquences des événements météorologiques prévisibles. La même physique, mais elle est appliquée à la modélisation du climat, avec cette fois-ci l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces, la chimie de l'atmosphère. Maintenant, un défi, c'est d'intégrer la représentation des calottes polaires. C'est aller davantage vers la représentation de l'interaction entre le monde vivant et le monde physique, en particulier pour le cycle du carbone, les interactions biodiversité, écosystème et climat. Et cette capacité de modélisation, elle est formidable. Elle a été construite purement pour comprendre, à partir des années 1970, comprendre le climat comme il est aujourd'hui, comprendre les mécanismes de sa variabilité, donner sens aux grandes variations climatiques passées, parce qu'en même temps que ces progrès des connaissances étaient produits, on avait tout un travail de naturalistes, puis de glaciologues, puis de paléoclimatologues, qui ont permis petit à petit de dater, de quantifier, de reconstruire l'évolution sur le temps long du climat de notre planète. Mais quel sens donner à la succession, par exemple, de périodes glaciaires et interglaciaires qui ont complètement façonné les paysages de cette région ? Comprendre, en fait, ces grandes variations climatiques passées, ça a été dès le départ une des motivations aussi de ce travail fondamental de modélisation du climat. Il y a eu également la révolution de l'observation de la Terre depuis l'espace, qui donne accès à des choses très difficiles à observer au sol, l'extension des glaces autour de l'Antarctique, l'extension des glaces autour de l'Arctique, le volume des calottes polaires et leur rôle vis-à-vis de l'évolution du niveau des mers, ce sont des choses qui étaient hors d'accès avant la capacité d'observer la Terre depuis l'espace. Donc ce que je veux dire par là, maintenant que le support visuel est revenu, donc vous avez cette présentation qui est un peu simplifiée de cette formidable aventure scientifique des sciences du climat, c'est cette capacité à connaître, comprendre l'évolution passée, l'évolution présente du climat, son fonctionnement, ce qui nous donne également la capacité à explorer des futurs possibles. Que va devenir le climat à l'avenir en fonction de perturbations naturelles et de ce que feront les activités humaines. Et la question, à mon sens, essentielle aujourd'hui, c'est que fait la société de cette capacité d'anticipation ? Donc, les sciences du climat, pour moi, c'est observer, comprendre les mécanismes, explorer les futurs possibles. Mais c'est toute une petite partie des communautés scientifiques mobilisées autour du changement climatique. Parce qu'à côté des sciences du climat, il y a les sciences du changement climatique. Quels sont les effets du changement climatique qui a déjà lieu sur les sociétés humaines, sur les milieux naturels? Comment est-ce qu'on y réagit? Comment est-ce qu'on met en place une gestion de risque? Comment est-ce qu'on anticipe et qu'on développe des stratégies d'adaptation? Qu'est-ce qui est profondément à l'origine de ce modèle de développement non soutenable, destructeur de biodiversité et qui émet des gaz à effet de serre en quantité croissante? Dans chaque secteur d'activité, quel est le potentiel d'action pour assurer un développement
améliorant le bien-être de tous, tout en réduisant notre empreinte sur l'environnement. Quelles sont les évolutions nécessaires, juridiques, législatives? Quelles sont les évolutions nécessaires de notre fonctionnement économique pour parvenir à gérer les conséquences de ce changement climatique? Et vous voyez que, bien sûr, ce n'est pas une histoire de physiciens, bien loin de cela. Ce sont en fait des enjeux qui mobilisent l'ensemble des disciplines scientifiques. Alors revenons à la partie purement physique. Donc, nous modifions d'une manière extraordinaire la composition de l'atmosphère. En brûlant des énergies fossiles, charbon, puis gaz, puis pétrole non conventionnel, gaz non conventionnel, par la déforestation, par la production de ciment, nous rejetons des quantités colossales de dioxyde de carbone, aujourd'hui de l'ordre de plus de 40 milliards de tonnes chaque année. Sur nos émissions chaque année, à peu près la moitié reste dans l'atmosphère et s'accumule aux émissions précédentes. L'autre moitié va être reprise en partie par la végétation, sous forme de matière organique, la végétation et puis dans les sols. Et une partie importante, environ un tiers, rentre dans les océans et est responsable d'un changement de la chimie des eaux de mer, ce qu'on appelle l'acidification des océans. La partie qui reste dans l'atmosphère, elle va y rester très longtemps. On estime qu'entre 15 et 40% de ce qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui continuera à y être et agir sur le climat sur une échelle de temps de 1000 ans. Le dioxyde de carbone, c'est celui qui a le poids le plus fort aujourd'hui sur l'évolution du climat. 2 watts par mètre carré d'énergie qui ne part plus vers l'espace mais qui est piégé et qui contribue à modifier le bilan d'énergie de la Terre. Le dioxyde de carbone est responsable de l'acidification des océans et puis il a un effet cumulatif. C'est-à-dire que même si on arrête d'émettre du dioxyde de carbone, le climat va continuer à changer longtemps et l'évolution future de la température, elle va dépendre du cumul passé, présent et futur des émissions de CO2. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si on veut stabiliser l'évolution du climat, nos émissions, au lieu d'augmenter année après année, doivent diminuer le plus vite possible et aller vers le net zéro. C'est une condition d'une stabilisation de l'évolution du climat. Alors on a d'autres facteurs qui agissent, des émissions de composés qui ont des durées de vie plus courtes, qui ont d'autres caractéristiques. Je montre le deuxième facteur qui a l'effet le plus grand vis-à-vis du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, ce sont les émissions de méthane. Elles vont être liées à d'autres types d'activités, l'élevage de ruminants, l'inondation pour la riziculture, pour d'autres activités humaines, la fermentation de déchets, des fuites de gaz. Donc on touche, vous voyez, à d'autres secteurs d'activité. Le cycle du méthane est moins bien compris. On a des enjeux parce que nos séquences d'observation sont courtes. Les observations directes ont démarré dans les années 80. Heureusement qu'on a les carottes de glace polaire pour remonter vers le passé. Notre capacité à comprendre aujourd'hui même pourquoi les émissions de méthane ont stagné, et la concentration a stagné dans les années 2000 et puis réaugmenté récemment, est limitée par le manque d'observation. Et on a besoin d'avoir des systèmes de surveillance à grande échelle, de la composition de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par satellite de manière précise, en complément des observations au sol, pour mieux être capable de tracer les sources et les puits de ces gaz à effet de serre, et en particulier pour le méthane. Pour le méthane, on est à 2,3 fois le niveau pré-industriel tel qu'on le connaît depuis 800 000 ans pendant les périodes douces. Il est responsable d'un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre d'environ 1 demi-watt par mètre carré aujourd'hui. Mais le méthane, il a une durée de vie courte dans l'atmosphère. Au bout d'une dizaine d'années, il va être détruit, donner lieu à des molécules de CO2, mais à l'état de trace. La concentration de méthane, elle interagit également avec la qualité de l'air. Elle modifie ce qu'on appelle la capacité oxydante de l'atmosphère. Elle va interagir avec la formation de pics d'ozone près des grandes villes. Et c'est le cas d'autres facteurs qui agissent sur le climat, comme les particules de pollution. Certaines ont un effet réchauffant. La plupart ont un effet refroidissant qui masque une partie de l'augmentation de l'effet de serre due à nos activités. Donc nous sommes certains que les activités humaines modifient profondément, sans précédent, en termes d'amplitude et en termes de vitesse, sur le dernier million d'années, la composition de l'atmosphère. La dernière fois qu'on avait autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était le Pliocène moyen, il y a environ 3 millions d'années. Pendant les phases douces du Pliocène moyen, avec environ 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, la température moyenne à la surface de la Terre sur plusieurs milliers d'années était environ 1,9 à 3,6 degrés plus chaude que le pré-industriel. Et les calottes de glace ont réagi. Le niveau moyen des mers a monté de 10 à 20 mètres par rapport à aujourd'hui. Ce sont le type d'éléments que nous apprend l'histoire du climat à l'échelle géologique.
Donc le changement climatique en 2 minutes, c'est ça. On perturbe le bilan d'énergie de la Terre, la quantité d'énergie qui arrive par le Soleil et la quantité de rayonnement infrarouge qui part vers l'espace. Ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre conduit à une accumulation de chaleur. Le gros de la chaleur rentre dans les océans et plus de 93% de l'énergie supplémentaire entraîne une augmentation de ce qu'on appelle le contenu de chaleur des océans. Donc ça se réchauffe en surface et en profondeur. En surface, ça entraîne aussi des vagues de chaleur marines plus intenses qui provoquent par exemple des blanchiments des récifs de coraux tropicaux. Ça a été d'abord observé à la fin des années 90 et puis de plus en plus à une échelle de plus en plus grande. Donc le contenu de chaleur des océans, qu'est-ce que ça veut dire qui augmente? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amortit le réchauffement à la surface de la Terre, pour nous, ça le limite, mais ça le rend irréversible. Parce que cette quantité d'énergie supplémentaire, elle est là en profondeur. Le temps de mélange des masses d'eau dans les océans, c'est à peu près 1000 ans. Donc les océans vont circuler, mélanger ce surplus d'énergie, ça va ressortir et réchauffer l'atmosphère ensuite. Et donc le changement climatique qui a déjà eu lieu, il est irréversible. En termes de bilan d'énergie, le réchauffement des basses couches de l'atmosphère, où nous vivons, dans lequel nous respirons, ça ne représente que 1% du surplus d'énergie accumulé dans la machine climatique. 3%, c'est le réchauffement des sols. Alors peut-être vous avez des caves, mais on observe un réchauffement des caves. On observe également un dégel des sols gelés à grande échelle, aussi bien en haute montagne que dans les régions arctiques. Et une partie de l'énergie supplémentaire, elle sert à faire fondre les glaces. Donc un recul généralisé des glaciers, une baisse de l'enneigement sur les continents de l'hémisphère nord, en particulier au printemps, une durée d'enneigement plus courte. Et puis on observe également donc, un recul des glaces du Groenland, un recul des glaces de l'Antarctique, qui, avec le réchauffement des océans, contribue à la montée du niveau des mers. Donc le réchauffement du climat a un ensemble de conséquences. De l'air plus chaud va contenir plus d'humidité. On observe une augmentation de l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère, ce qui amplifie l'effet de serre par l'effet de serre de la vapeur d'eau. On observe un réchauffement de l'air au-dessus des continents, avec des épisodes froids qui sont toujours présents, mais moins fréquents que dans le passé, et à l'inverse des épisodes chauds qui ont une intensité de plus en plus forte, une récurrence de plus en plus grande, et donc une augmentation disproportionnée entre l'occurrence de vagues de chaleur et le réchauffement moyen. Comme l'atmosphère est plus chaude, elle peut contenir plus d'humidité. Donc la même tempête aujourd'hui n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques que la même tempête il y a 50 ans. Et on observe une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles. On l'observe dans le sud de la France, on l'observe dans beaucoup de régions du monde. Et c'est quelque chose pour lequel la physique avait été établie il y a une trentaine ou une quarantaine d'années et qu'on observe maintenant. On observe également donc une montée du niveau des océans, qui est un des aspects, une des conséquences du réchauffement des océans qui gonflent et de l'écoulement des glaciers ou des calottes avec cette eau stockée sur les continents qui rejoint les océans. Donc le niveau des mers a monté d'environ 20 cm au XXe siècle, et puis il monte aujourd'hui plus vite, et on le connaît mieux qu'avant grâce aux mesures par satellite. Vous voyez par exemple ici le suivi par vos collègues de Toulouse de la montée du niveau des océans, simplement depuis 1993, avec un rythme aujourd'hui de montée du niveau moyen des mers qui est à plus de 3,3 mm par an. L'accélération de la montée du niveau des mers, elle est observée et elle est due à une contribution croissante de l'écoulement des glaces du Groenland et de l'Antarctique au cours des dernières décennies. Parmi les aspects spectaculaires du réchauffement climatique, il y a la perte de la zone d'océan couverte de banquise, donc l'eau de mer qui congèle en surface lorsqu'il fait froid. Et de la même manière, les mesures par satellite permettent d'avoir ce suivi de l'extension de la banquise, avec au mois de septembre du côté de l'Arctique, une baisse de la zone couverte de banquise d'environ 13% par décennie depuis 1979. Et il est parfois difficile de faire le lien entre sa vie personnelle, ses émissions de gaz à effet de serre et des conséquences sur un système climatique planétaire. Donc des collègues allemands ont fait une analyse du lien entre le recul de la banquise arctique et des émissions de dioxyde de carbone. Et ils arrivent à cette analyse que par tonne de CO2 émise, on perd 3 mètres carrés de glace de mer à la fin de l'été sur l'océan Arctique. Le savez-vous? Donc un Français en moyenne, par son mode de vie, en France et par les importations, rejette l'équivalent d'une dizaine de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an dans l'atmosphère. Nous vivons un peu plus de 80 ans. Si nous ne changeons rien, vous pouvez calculer le lien direct
entre vous, votre mode de vie, et la perte de l'extension de banquise sur le pôle Nord à la fin de l'été. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui permet de faire ce lien directement. Donc je vous ai fait juste un panorama un peu succinct, pour moi, de dates clés en termes de maturation des sciences du climat, de la dimension interdisciplinaire nécessaire pour connaître et comprendre toutes les dimensions du changement climatique. Et parmi les choses qui augmentent, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi les connaissances scientifiques. Donc chaque année, dans la littérature scientifique maintenant, on a plus de 20 000 publications avec le mot-clé changement climatique. Personne n'est capable de suivre ça. Chacun d'entre nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, on est capable de lire au mieux quelques articles par semaine, quand on passe beaucoup de temps à le faire. Et donc on a une vision qui est en fait très partielle du progrès des connaissances. Et puis chaque article nouveau repose sur des éléments, des méthodologies qui ont des limites, on peut avoir des erreurs. Et donc il y a cette nécessité d'avoir un exercice collectif d'évaluation critique de l'état des connaissances. Et c'est vraiment le mandat du GIEC. Donc le GIEC ne fait pas de recherche nouvelle en tant que telle, il n'a pas de modèle, il ne construit pas de scénario, il l'a fait au début mais il ne le fait pas, c'est la communauté scientifique qui le fait, il ne produit pas d'observation. Le GIEC mobilise en fait des chercheurs volontaires des différents pays qui vont passer en revue l'état des connaissances scientifiques et puis évaluer ce qui est robuste, ce qui résiste à l'examen critique, qu'on peut considérer comme une forme de vérité scientifique à un moment donné. Il va évaluer ce qui est émergent, potentiellement important par rapport aux choix politiques, mais avec des éléments parfois contradictoires ou peu d'éléments factuels. Et puis il va également aborder la question des controverses scientifiques quand des éléments différents donnent lieu à des conclusions différentes, en analysant factuellement pourquoi cela donne lieu à des conclusions différentes. Souvent c'est lié au manque d'observation, au manque de cadre théorique, à la confiance qu'on a dans les modèles utilisés, etc. Et enfin, chaque évaluation du GIEC elle est associée à une évaluation des limites des connaissances et des sources principales d'incertitude. Et chaque conclusion elle est associée à un niveau de confiance. Donc, je vais maintenant parler de ce rapport spécial que nous ont demandé les pays lors de la COP21 en décembre 2015. Dans l'histoire du GIEC, c'est intéressant. Le GIEC a été mis en place en 1988 sous l'égide du Programme mondial des Nations unies pour l'environnement, de l'Organisation météorologique mondiale. Et après son premier rapport en 1990, a été mis en place par la suite la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, c'est-à-dire l'espace politique de négociation internationale. Là, au moment de la COP21, l'interaction s'est changée, puisque les pays ont décidé de nous inviter à produire un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Et pourquoi est-ce qu'ils nous ont invités à le faire ? Parce qu'ils préparaient l'accord de Paris sur le climat et qu'ils n'arrivaient pas à avoir un consensus politique sur l'objectif de long terme. Donc dans l'accord de Paris sur le climat, l'objectif de long terme, c'est contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. En 2015, il y avait peu d'éléments sur ce qu'on pouvait dire en termes d'impact et de risques supplémentaires ou évités entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement futur. Il y avait aussi peu de connaissances pour savoir ce que ça impliquerait en termes d'émissions de gaz à effet de serre et notre capacité à avoir des transitions suffisamment fortes et précoces pour contenir le réchauffement à un niveau aussi bas. Et donc il y a un consortium de 100 pays, des pays particulièrement vulnérables, les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés, mais aussi la Chine, qui ont fait un bloc pour demander à ce qu'il y ait mention de 1,5 degré dans la décision de la COP21 et dans l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris mentionne la volonté de renforcer l'ambition pour contenir le réchauffement à 1,5 degré et nous a invités à produire ce rapport. Donc on peut voir ça comme une forme d'instrumentalisation de l'évaluation scientifique au service d'un dissensus presque politique, ou pour permettre d'avoir un consensus politique. Quand j'ai vu cette invitation-là, je me suis inquiétée. C'est un peu mission impossible, en fait, quand vous n'avez pas assez de connaissances en 2015, de fournir une évaluation à horizon 2018 avec des éléments nouveaux. Et qu'est-ce qui a allégé ma préoccupation ? C'est d'abord la réponse enthousiaste des communautés scientifiques du monde entier. Beaucoup de volontaires pour participer à la réunion de cadrage qui définit la structure du rapport, beaucoup de volontaires pour rédiger les rapports une fois qu'on avait défini une structure en chapitres avec des mots-clés, beaucoup de publications nouvelles. Et donc à la fin, on a mobilisé 91 auteurs de 40 pays différents, moitié pays en développement, moitié pays développés. Eux-mêmes ont sollicité 133 contributeurs. Ils ont passé en revue 6000 publications, les 3/4 publiées depuis 2014, donc nouvelles par rapport au précédent rapport du GIEC.
Et puis on a eu également une réponse extrêmement enthousiaste sur la relecture des versions successives de textes. Donc le GIEC, il fonctionne en fait avec un petit groupe d'auteurs dans chaque chapitre qui passe en revue la littérature scientifique et qui définit l'état des connaissances sur cette base-là. Et ensuite, à plusieurs reprises, 2 reprises pour chaque chapitre, 2 reprises pour les conclusions, le résumé pour décideurs, c'est relu très largement par la communauté scientifique, par les experts nommés par les gouvernements. Et donc on a eu des retours de plus de 1000 relecteurs qui ont fourni plus de 42 000 commentaires, donc je pense qu'on va rentrer dans le livre Guinness des records. Alors c'est quelque chose qui est essentiel pour que notre évaluation elle soit la plus objective possible, la plus rigoureuse possible, et puis également la plus objective. Alors qu'est-ce que c'est un commentaire de relecture? Ça va être « Oh, vous n'avez pas cité mon propre travail à moi ». Et ça permet de corriger le biais des auteurs qui connaissent mieux leur travail, le travail de leurs collègues immédiats dans leur pays que l'ensemble des travaux publiés dans le monde entier. Ça peut être aussi, mais moi je lis les articles que vous citez, mais quand je les lis, je ne parviens pas à la conclusion que vous affirmez. Ou alors vous n'avez pas cité tout cet énorme champ de littérature scientifique, technique, socio-économique qui existe et qui donnerait un éclairage extrêmement pertinent pour votre évaluation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en fait un exercice où vous avez un petit groupe d'auteurs qui se réunit en tout 4 fois et qui va indirectement dialoguer avec une communauté scientifique très large, qui elle-même va produire des connaissances nouvelles en espérant qu'elles soient publiées à temps pour nourrir les rapports, et qui va aussi relire et contribuer de manière indirecte. Je précise enfin que tout ce travail est non rémunéré, c'est-à-dire que ces auteurs qui rédigent les rapports le font en plus de leur activité de recherche, d'enseignement, de mission de terrain, de direction de département ou autre, et c'est une charge de travail extrêmement lourde. Et donc tout appui qui peut être déployé pour aider les auteurs de nos rapports par leur tutelle est extrêmement apprécié. Alors qu'est-ce que ça donne cette évaluation? Le premier point, c'est où est-ce qu'on en est en termes de réchauffement? Est-ce qu'il est encore possible, d'un point de vue du fonctionnement du climat, de limiter le réchauffement à 1,5 degré, purement d'un point de vue du fonctionnement du climat et des émissions passées que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Donc depuis la période pré-industrielle, nous on l'estime, on l'approxime en regardant la période 1850-1900, les activités humaines ont provoqué un réchauffement global d'environ 1 degré. Donc, premier chiffre à retenir, on en est à 1 degré, plus ou moins 0,2 en moyenne à la surface des continents et des océans. Deuxième chose à retenir, sur ce 1 degré observé, la meilleure estimation, c'est que 100% est dû aux activités humaines. Alors j'ai posé la question autour de moi à de nombreuses reprises et je réalise à quel point c'est peu connu. Donc merci de nous aider à transmettre ce constat scientifique que l'intégralité du réchauffement observé est due aux activités humaines. Donc nous en voyons déjà des effets, j'en ai montré quelques-uns tout à l'heure, le recul généralisé des glaciers, l'augmentation des vagues de chaleur, des pluies torrentielles, en région méditerranéenne, l'intensification des sécheresses, des effets visibles à la fois sur les activités humaines, en termes d'aléas qui changent, des effets également visibles sur la plupart des écosystèmes terrestres et marins. En témoigne par exemple le rapport récent de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui montre que par rapport au fonctionnement des écosystèmes et à l'évolution de la biodiversité, le changement climatique devient, avec la pression locale sur l'usage des terres et d'autres effets, un facteur déterminant. Ce réchauffement il a lieu au rythme de 0,2 degrés de plus tous les 10 ans. Donc une simple extrapolation à ce rythme-là montre qu'on rentrerait dans un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré entre environ 2030 et environ 2050. Et je suis extrêmement reconnaissante au gouvernement de nous avoir invités à faire ce rapport parce que finalement regarder un monde 1,5 degré plus chaud, c'est regarder le monde où nos enfants auront notre âge. C'est regarder leur monde. C'est regarder ce vers quoi on va et ce à quoi on doit se préparer. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus ça arrivera tôt. Moins on émet de gaz à effet de serre, et si on a un peu de chance avec le fonctionnement du climat, ça peut se produire plus tard. La dernière chose, c'est si on arrêtait tout. Si on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, de changer l'usage des terres, d'émettre des particules qui ont un effet refroidissant, qu'est-ce qui se passerait? Le réchauffement, il se poursuivrait, mais il n'atteindrait pas ou il ne dépasserait pas 1,5 degré. Il nous reste une toute petite fenêtre d'action. Ce qui se passerait également, c'est la poursuite d'autres aspects du réchauffement. Les glaciers ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui. Les calottes de glace, elles ne sont pas à l'équilibre. Tout ça va continuer à réagir, à fondre. Les océans vont continuer à transporter de la chaleur en profondeur, à se dilater. Et donc la montée du niveau des mers, elle est inéluctable. La seule chose sur laquelle on puisse jouer, c'est la vitesse.
mais on ne peut pas arrêter la montée du niveau des océans. Elle est inéluctable par rapport aux émissions passées de gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement à 1,5 degré? Voilà le type d'études théoriques de modélisation du climat que nous avons passé en revue. Alors l'axe horizontal, c'est entre 1960 et 2017 l'actuel, et puis les projections jusque 2100. Et l'axe vertical, c'est l'amplitude du réchauffement. Donc le 0, c'est le pré-industriel. On en est à 1 degré, l'espèce de point rouge que vous voyez. Et puis 1,5 degré, la ligne horizontale, indique l'état de nos analyses. Donc si on voulait contenir le réchauffement autour de 1,5 degré, qu'est-ce qu'il faudrait? Par exemple, dans ce cas-là, c'est une simulation tenant en compte la manière dont le climat fonctionne, tel qu'on le comprend et qu'on le modélise aujourd'hui. Ça veut dire réduire l'effet sur le climat des composés à courte durée de vie, après 2030. Et ça veut dire que les émissions mondiales de CO2, au lieu d'augmenter année après année, atteignent un pic très rapidement, diminuent très fortement, et atteignent un net zéro émission à horizon 2055. Et voilà le type d'évolution, dans ce cas-là, de la température à la surface de la Terre. Si on agissait beaucoup plus tôt, théoriquement, si par exemple on allait vers le net zéro en 2040, donc c'est une vue de l'esprit par rapport à l'inertie de nos infrastructures, alors vous voyez que le pic serait plus bas et qu'en fait on aurait une probabilité plus grande de rester en dessous de 1,5 degré. Et puis si on n'agit pas sur les composés à courte durée de vie comme le méthane et les autres, alors vous voyez que le pic est plus haut et qu'on a une probabilité plus grande d'être au-dessus de 1,5 degré. En résumé, si vous voulez contenir le réchauffement futur, les émissions mondiales de CO2, donc qui sont passées au cours des dernières décennies de l'ordre de 15 milliards de tonnes par an à plus de 40, doivent diminuer le plus vite possible et aller vers le net zéro. Pourquoi? Parce que ce qui compte sur le pic de réchauffement à venir, c'est le cumul, la somme des émissions passées, présentes et futures. Plus vous tardez à agir, plus le cumul est élevé, plus inéluctablement le niveau futur de réchauffement sera élevé. Et puis après, il faut agir sur les autres composés, et ça va également agir sur l'intensité du pic. Mais si on n'agit pas sur le CO2, on n'arrivera pas à contenir le réchauffement. Agir sur les autres, ça permettra d'avoir un effet supplémentaire. Donc voilà à peu près l'état des lieux à comprendre sur la manière dont nos émissions, en particulier de CO2, doivent évoluer si l'on veut contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et la même chose s'applique si on veut le contenir à 2 degrés, 2,5 degrés. En fait, par rapport aux émissions passées, on a une sorte de budget carbone résiduel, collectif, compatible avec différents niveaux de stabilisation future. Ça illustre aussi, quelque part, c'est pas dans notre rapport, mais c'est la manière dont je le décris, notre responsabilité entre générations. C'est-à-dire, plus on tarde à agir, plus nous, notre empreinte d'émissions de gaz à effet de serre est élevée, et plus la marge de manœuvre des jeunes générations se réduit, quelque part. Donc j'espère vous avoir décrypté la première figure de notre rapport, qui est utilisée d'ailleurs pour l'illustration faite par une artiste de la couverture de notre rapport, et cette artiste américaine a appelé cette représentation visuelle « le temps du choix ». Alors qu'est-ce qu'on peut également dire vis-à-vis de ce qu'on gagnerait finalement à contenir le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés ou davantage? Alors je résume la conclusion de cette évaluation, le plus gros chapitre de notre rapport, là où on a énormément de connaissances nouvelles. Il y a des bénéfices très clairs en termes de risque climatique à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de caractéristiques du climat, et puis après je vous parlerai des risques. Donc plus le réchauffement en moyenne à la surface de la Terre augmente, plus il va augmenter au-dessus de tous les continents et au-dessus de tous les océans, et plus il sera fort près de l'Arctique. Vous voyez qu'un monde 1,5 degré plus chaud, c'est un monde où le réchauffement régional est moins fort qu'un monde 2 degrés plus chaud. Vous voyez aussi qu'en France, 1,5 degré, ça veut dire plutôt 2, et etc. Donc plus fort sur les continents, plus fort près de l'Arctique. Plus fort dans les régions de haute montagne aussi. En ce qui concerne le changement de précipitation en moyenne annuelle, vous voyez qu'on a des choses beaucoup plus contrastées. Dans les régions froides, c'est plus doux, plus humide. Dans les régions de climat méditerranéen, c'est plus chaud, plus sec. C'est lié à des changements de la circulation à grande échelle de l'atmosphère. Ce sont des changements qui sont déjà observés. On observe déjà des tendances à une baisse des précipitations sur le pourtour méditerranéen. Et c'est un des hotspots, une des régions où le signal climatique est le plus fort pour chaque demi-degré de plus. Aussi bien pour l'abondance en moyenne de précipitations simulée par les modèles de climat que pour des changements d'événements extrêmes.
Alors, quels sont ces événements extrêmes qui changent dans un climat qui change? Ça va être l'intensité des pluies les plus intenses, les records de pluie chaque année. Donc, vous voyez que dans toutes les régions qui apparaissent en bleuté, ce sont des endroits où, pour chaque demi-degré de réchauffement planétaire, on aura une augmentation de quelques pourcents de l'intensité des records de pluie. C'est quelque chose qui est déjà observé sur les pluies cévenoles, sur la région sud de la France, par exemple, et c'est quelque chose qui est amené à s'intensifier. Là où le signal il est le plus clair, c'est sur l'évolution des extrêmes de température. Donc en haut, vous avez, pour chaque demi-degré de plus, l'évolution du nombre de jours très chauds. Vous voyez qu'il y a une augmentation qui est spectaculaire du nombre de jours très chauds, en particulier dans les régions tropicales. Pour les écosystèmes sensibles aux pics de température que sont les récifs de coraux, ça veut dire des vagues de chaleur marine plus intenses et un risque de dégradation qui toucherait plus de 70% d'entre eux à 1,5 degré de réchauffement, quasi tous à 2 degrés de réchauffement. Ces nombres de jours très chauds, ils vont affecter aussi la qualité de vie, par exemple dans les grandes villes, si les villes ne sont pas adaptées à des vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes. Donc des enjeux en termes de santé publique, en particulier pour les populations les plus fragiles. Les températures des jours les plus chauds qui augmentent posent aussi des enjeux en termes de productivité. Productivité des grandes cultures de céréales, comme le blé, le maïs, le riz ou le sorgho, où on s'attend à avoir des pics et des diminutions de rendement à cause de la répétition de vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, sans une adaptation très rapide de la manière de sélectionner les espèces cultivées. Ça pose également des problèmes sur la productivité de l'élevage. Par exemple, les rendements des vaches laitières diminuent lorsqu'on a des épisodes très chauds de ce type. On a également une augmentation très forte, spectaculaire autour de l'Arctique, aux moyennes latitudes, de la température des nuits les plus froides. Ça, c'est plutôt positif sur la demande de chauffage. Et en même temps, ce sont ces températures des nuits les plus froides qui parfois bloquent le déplacement vers le nord de certaines espèces, comme certains insectes, qui peuvent ensuite entraîner des perturbations dans les écosystèmes où ils arrivent, jusqu'à ce que les prédateurs se retrouvent au même endroit que les nouveaux arrivants. Et donc ça illustre en fait toutes ces conséquences complexes d'un climat qui se réchauffe. Je ne vais pas vous faire le catalogue région par région. Dans notre rapport, on a une évaluation des points de bascule régionaux. On a également une évaluation des conséquences les plus sévères, région par région. Aujourd'hui, 1,5 degré, 2 degrés ou davantage. Je vous montre juste un exemple de cette analyse-là pour le pourtour de la Méditerranée. À 1,5 degré, une augmentation de la sécheresse extrême en termes de probabilité, un signal très clair à 2 degrés, et une augmentation robuste et large du risque de sécheresse à plus de 2 degrés. Une diminution de ruissellement, donc l'abondance d'eau qui doublerait entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, et un risque très élevé de déficit hydrique pour un réchauffement supérieur à 2 degrés. Donc voilà le type d'analyse que nous avons faite pour chaque fraction de réchauffement. Alors en termes de risque climatique, il ne s'agit pas que de regarder les aléas, ce que je vous montrais. Il s'agit aussi de croiser ça avec l'exposition aux aléas et les vulnérabilités. Donc c'est ce qu'on a fait. On a montré par exemple que limiter le réchauffement à 1,5 degré, ça permettrait de limiter le rythme de montée du niveau des mers, qui de toute façon sera quelques dizaines de centimètres ce siècle, de gagner peut-être 10 centimètres sur la montée du niveau des mers. Ça permet d'éviter d'exposer environ 10 millions de personnes en moins par rapport à 100 millions de personnes concernées sur le littoral. On montre un risque moins élevé de perte de biodiversité et de dégradation d'écosystèmes. Le nombre d'espèces terrestres qui risquent de perdre leur habitat double entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. Des enjeux pour la sécurité alimentaire, j'en ai déjà parlé, importants. Des enjeux pour la sécurité en eau, en particulier pour les régions de climat méditerranéen ou semi-aride, où entre 1,5 degré et 2 degrés, on augmente de moitié la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d'eau. Il y aura des conséquences négatives pour les rendements des pêcheries tropicales, avec des risques bien sûr moins élevés à 1,5 degré qu'à 2 degrés, pour les activités de pêche artisanale et les sociétés humaines qui en dépendent. Et puis en fait, ce lien étroit entre développement, en particulier là où la pauvreté reste généralisée, et l'ampleur du réchauffement climatique. Et on estime en fait qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, on éviterait d'exposer plusieurs centaines de millions de personnes à des risques climatiques croisés
pour des personnes fragiles susceptibles de basculer dans la pauvreté. Donc, notre analyse, elle est claire. Des risques moins élevés pour la santé, les moyens d'existence, la sécurité alimentaire, la sécurité en eau, la sécurité humaine et la croissance économique, en particulier dans les pays tropicaux, à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Et on n'est pas non plus égaux devant les risques. Là où ils sont les plus élevés, c'est autour de l'Arctique, dans les zones arides, pour les petits États insulaires en développement, et enfin pour les pays les moins avancés. On n'est pas capable de fournir des éléments chiffrés en termes de coûts économiques, parce que les publications sur le coût des dommages, sur le coût de l'adaptation, sur les limites à l'adaptation manquent. Elles manquent dans de nombreuses régions du monde. Donc on ne peut pas chiffrer ce que coûteront les dommages du changement climatique et ce qu'on gagnerait à contenir le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés. On ne peut pas chiffrer ce que coûtera l'adaptation à un climat qui change. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, du rapport que 2 sénateurs ont rendu sur les enjeux de l'adaptation de la France au climat de 2050, donc autour de 1,5 degré, 2 degrés, en termes d'enjeux importants pour de nombreux secteurs d'activité et de nombreuses régions. Mais c'est clair qu'on a une marge de manœuvre pour réduire les vulnérabilités, réduire les expositions aux aléas climatiques. Il y a toute une large gamme d'options d'adaptation qu'on peut déployer en anticipant pour ne pas être en gestion de crise, mais en réduisant graduellement les vulnérabilités et l'exposition aux risques climatiques. Et bien sûr, les besoins d'adaptation seront moins importants à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Aujourd'hui, il y a un déficit dans le monde des financements pour l'adaptation. Il y a un déficit dans l'aide aux pays en développement pour l'adaptation. Et les projets d'adaptation qui sont financés, c'est les projets qui sont faisables, parfois rentables, et ils peinent à toucher les populations les plus fragiles dans les pays les plus vulnérables. Alors nous, on peut résumer cette évaluation sous forme de barre verticale avec le niveau de risque en fonction de l'ampleur du réchauffement. Et par rapport à l'évaluation que le GIEC avait faite il y a quelques années, on revoit très fortement à la hausse, entre maintenant 1,5 degré et 2 degrés, les risques pour les récifs tropicaux, pour les mangroves, pour les pêcheries tropicales, pour la région arctique. Par exemple, un monde d'1,5 degré plus chaud, vous perdez complètement la banquise une année sur 100 à la fin de l'été. Elle se réduit, mais vous la perdez complètement une année sur 100. Un monde 2 degrés plus chaud, vous la perdez une année sur 10. Ce n'est pas le même monde. Des conséquences potentiellement importantes, je l'ai dit, pour la préservation de la biodiversité terrestre. Des enjeux extrêmement importants pour les inondations côtières, le risque de submersion, pour les inondations fluviales, en particulier dans des régions comme l'Asie du Sud-Est. Des risques extrêmement importants pour les rendements agricoles et la sécurité alimentaire. On voit déjà, en fait, des baisses de rendement pour certaines céréales dès aujourd'hui. Alors parfois, des risques importants pour le tourisme. On peut parler du tourisme de ski en montagne en hiver, par exemple. Et puis, des risques sanitaires, on les représente ici sur la partie vague de chaleur, mais ils sont présents aussi sur les modifications d'air touchées par des maladies à vecteurs, comme la dengue ou le paludisme. Moi, je résume ça en fait en disant, en termes de risque climatique, chaque demi-degré compte, et même en fait chaque fraction, chaque dixième de degré compte. Et plus on arriverait à contenir le réchauffement à un niveau bas, plus on évitera soit le risque de perte irréversible d'écosystèmes, soit le risque de crise pour les sociétés les plus fragiles. Alors qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement à 1,5 degré? Qu'est-ce que ça demanderait en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de grande transition? Donc là, on mobilise d'autres types de connaissances et on s'appuie en particulier sur des modèles d'analyse économique intégrés qui jouent un rôle important dans cette traduction d'un objectif de réchauffement en termes de transformation et de transition. Donc, si on veut contenir le réchauffement global à 1,5 degré, il faudrait que les émissions mondiales de CO2 diminuent en gros de moitié d'ici à 2030 et atteignent net zéro à horizon 2050. Si vous voulez contenir le réchauffement autour de 2 degrés, c'est la même trajectoire, mais avec un peu plus de marge de manœuvre, et donc c'est baisser d'un quart les émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2030 et atteindre le net zéro à horizon 2070. Mais ça, c'est au prix de dépasser 1,5 degré et d'avoir les conséquences qu'on peut anticiper en termes d'écosystèmes, en termes d'effets sur les populations, les secteurs d'activité les plus vulnérables. La grille d'analyse, ce n'est pas que celle du climat. Par exemple, si vous agissez sur les particules de pollution, les suies de carbone, le méthane, vous pouvez également en fait, très rapidement améliorer la qualité de l'air. Et puis l'émission de dioxyde de carbone liée à la combustion d'énergie fossile,
elle contribue aussi à d'autres émissions qui dégradent la qualité de l'air. Et donc, vous pouvez aussi en fait avoir d'énormes bénéfices directs et immédiats si vous agissez sur les processus d'émission de gaz à effet de serre, de particules, en termes de qualité de l'air et de santé publique. Alors, qu'est-ce que ça prendrait en termes de grandes transformations ? Je vous ai dit que d'un point de vue du fonctionnement du climat, ce n'est pas impossible. Par contre, ça demanderait des transitions sans précédent historique, à une échelle sans précédent dans tous les grands secteurs d'activité. Transformer les systèmes énergétiques, transformer les systèmes de gestion des terres, transformer les systèmes urbains, les villes, l'aménagement du territoire, transformer les systèmes industriels avec au maximum l'efficacité, l'économie circulaire, et transformer toutes nos infrastructures. Et pourquoi on parle de transition ? Parce qu'il s'agit de penser ces systèmes de sorte à ce qu'ils fonctionnent dans un climat qui change, donc qu'ils soient résilients, et de les penser en même temps pour qu'ils aillent vers le net zéro émissions de gaz à effet de serre, les deux ensemble. Donc ça demande en fait des fortes baisses d'émissions dans tous les secteurs. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une large palette de technologies. Et dans notre évaluation, on a 2 chapitres qui portent sur l'ensemble des solutions. Ils ont été peu communiqués par les médias quand ils ont communiqué sur notre rapport. C'est difficile de montrer ces transitions. C'est difficile de montrer toutes les options d'action qui existent. Et nous, on les a évaluées avec différentes perspectives de faisabilité. Faisabilité géophysique, environnementale, faisabilité technologique, faisabilité économique, faisabilité socio-culturelle, qu'est-ce que vous êtes prêts à changer ? Et puis faisabilité institutionnelle, parce que parfois tout est là, mais il y a des freins réglementaires, institutionnels, qu'il faut lever pour que ces solutions se déploient. Il y a une aversion parfois à faire autrement que par le passé, ce qui est un frein important. Donc il y a des ruptures qui ont déjà eu lieu. Par exemple, le prix des énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, les capacités de stockage de l'électricité dans les batteries, c'est des ruptures qui sont extrêmement impressionnantes. Et on a besoin d'avoir des ruptures de ce niveau-là dans d'autres secteurs d'activité. Et puis dans les conditions de faisabilité, il n'y a pas que agir sur l'offre dans ces grands systèmes, il y a aussi agir sur la demande. Pour avoir des transformations aussi rapides, ça ne peut se faire que si on agit aussi sur la demande, nous, chacun. Notre demande d'énergie, notre demande de matériaux non renouvelables, notre demande alimentaire. Et si on agit à la fois sur l'offre et la demande, alors on aura des systèmes plus réduits, plus faciles en fait à transformer. Et ça demande aussi de complètement réorienter les investissements. Donc sortir le plus vite possible des investissements vers le charbon, sortir le plus vite possible les investissements vers l'exploration de nouvelles réserves d'énergie fossile, pétrole ou gaz, et au contraire orienter les investissements vers l'ensemble des solutions qui permettent de réduire les émissions. On a besoin en fait que ces financements-là augmentent d'un facteur 5 à 6 à horizon 2050 pour que ces transitions soient possibles. Donc quelques conditions sine qua non, une diminution très rapide de l'utilisation du charbon partout dans le monde. À horizon 2050, 50 à 85% de l'électricité de sources renouvelables. Les sources fossiles uniquement avec captage et stockage du CO2. Ça pose aussi la question du développement de ces options-là. Pour les secteurs difficiles à décarboner, des émissions négatives pour compenser, c'est-à-dire être capable de prendre le CO2 de l'atmosphère et de l'enfouir, de le stocker de manière durable. Et ça pose aussi d'autres questions. Ça peut se faire en préservant des milieux naturels, en restaurant des écosystèmes dégradés, par des pratiques agricoles qui augmentent le stockage de carbone dans les sols. Mais il y a des options risquées. Si vous afforestez avec des monocultures, ça peut être très mauvais, à la fois pour la sécurité alimentaire et aussi pour la biodiversité, en exerçant une pression supplémentaire sur l'utilisation des terres. Si vous voulez cultiver à grande échelle des choses pour produire de l'énergie, donc des cultures pour l'énergie de la biomasse, c'est aussi une pression supplémentaire sur l'usage des terres. Et on l'a vu avec l'huile de palme, on l'a vu avec les agrocarburants, ça peut être extrêmement dévastateur sur la préservation de la biodiversité dans les régions tropicales et également extrêmement dévastateur sur des enjeux de sécurité alimentaire ou de droits humains des populations locales. Mais dans tous les cas, si vous voulez contenir le réchauffement climatique largement en dessous de 2 degrés, à 1,5 degré, voilà le type de trajectoire qu'on doit suivre. Un pic des émissions de CO2 le plus tôt possible, une pente claire et une diminution sur le long terme, atteindre le net zéro à horizon 2050, et ensuite même des émissions souvent net négatives. Qu'est-ce que ça coûterait d'attendre ? Parce qu'il y a une certaine, certain fatalisme et une certaine indifférence dans la société. Si on laisse filer, si on attend juste 10 ans, si on attend 10 ans, on aura un cumul plus élevé d'émissions.
Ça veut dire qu'on va inéluctablement dépasser 1,5 degré avec les conséquences que je décrivais tout à l'heure. Et si après on veut revenir en arrière, ça veut dire être capable d'extraire et de stocker à grande échelle des quantités colossales de dioxyde de carbone, d'où l'ombre grise, avec la quantité d'émissions négatives qu'il faudrait déployer dans la deuxième moitié de ce siècle. L'effort, par exemple, de recherche aujourd'hui sur ce sujet-là reste très réduit. Donc c'est en fait faire confiance à des solutions potentiellement risquées qui n'existent pas aujourd'hui pour faire à notre place le travail que l'on peut faire aujourd'hui avec des options qui sont faisables, prêtes, mais qu'il faut déployer rapidement. Alors je termine en disant où est-ce que nous en sommes. C'est pour ça que je dis que chaque année compte. J'ai oublié le deuxième point de ma conclusion, chaque année compte. Mais les promesses des États faites en 2015, elles ne sont pas à la hauteur. Si on les agglomère, ça veut dire que les émissions mondiales continueraient à augmenter, mais de moins en moins vite jusque 2030. C'est plutôt sur une trajectoire de réchauffement de l'ordre de 3 degrés d'ici à la fin de ce siècle. Donc l'enjeu, c'est renforcer l'ambition si on veut garder la possibilité de contenir le réchauffement autour de 1,5 degré et largement en dessous de 2 degrés. Donc j'insiste là-dessus, 42 milliards de tonnes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère chaque année compte. Puis le dernier volet, et c'est vraiment la demande que les pays nous ont faite, c'est penser l'action climat non pas toute seule, non pas pour le climat, mais au service de l'amélioration du bien-être de tous, donc le développement soutenable, durable, et les efforts pour éradiquer la pauvreté, qui est le premier objectif que les Nations Unies se sont fixés en matière de développement soutenable. Et de ce point de vue-là, notre rapport comporte une analyse approfondie des intersections entre les options de réponse et les autres dimensions d'un développement soutenable. Vous avez des options bénéfiques. Donner l'accès à l'énergie propre à des endroits où on n'a pas accès à l'énergie, c'est un bénéfice sur le niveau de vie des gens. Mais par exemple, si vous voulez taxer les carburants et que vous n'avez pas de solution alternative pour ceux qui ont une mobilité contrainte ou pas les capacités d'isoler leur logement, vous allez risquer d'aggraver de la précarité énergétique et là, vous avez un effet potentiellement négatif. Et donc, c'est vraiment toute la question de construire des transitions qui soient éthiques et justes. Éthique parce qu'il n'y a pas que l'angle climat, il y a aussi l'angle biodiversité et le respect des droits humains. Et puis juste, ça veut dire que chacun contribue à sa juste part à l'effort à mener. Et donc on montre qu'en fait, il y a beaucoup de trajectoires qui permettent de contenir le réchauffement à 1,5 degré ou largement en dessous de 2 degrés. Des trajectoires propres à chaque collectivité, à chaque région du monde, à chaque pays. Mais chaque trajectoire, en fait, elle présente différents bénéfices, synergie avec d'autres dimensions du développement durable, mais aussi parfois des risques d'effets indésirables. Et donc c'est important d'arriver à les évaluer, à les montrer, de sorte à construire ces transitions éthiques et justes. Et on peut en fait dans chaque contexte choisir intelligemment le bon ensemble de mesures qui permettent de s'adapter à un climat qui change et de réduire les émissions, tout en favorisant la construction d'un développement qui soit soutenable dans toutes ses dimensions. Et sur cette évaluation-là, notre conclusion elle est claire. Les bénéfices les plus larges, on les identifie quand on maîtrise la demande, c'est-à-dire en fait ce qu'on consomme chacun d'entre nous. Maîtriser la demande d'énergie pour les pays riches et pour les populations riches des pays en développement, c'est clé. Maîtriser la demande en matériaux et en matériaux non renouvelables. Aller vers une alimentation saine et sobre en émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui permet d'avoir les plus grands bénéfices à la fois en termes de préservation de la biodiversité et en termes d'empreinte d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça pose aussi la question, comme le disait Patrick tout à l'heure, de la responsabilité non pas uniquement collective, mais aussi individuelle. Et puis enfin, il y a des points clés de faisabilité, la coopération à tous les niveaux, la gouvernance avec un cap clair sur le temps long, l'innovation, moi j'insiste sur l'éducation. Je dois dire en fait que je suis vraiment affligée qu'au XXIe siècle en France, quand on a pensé les nouveaux programmes de collège, de lycée, on n'ait pas fait de l'éducation aux enjeux climat et biodiversité un marqueur fort de ce qu'est être un petit Français aujourd'hui. Donc l'éducation, elle est clé pour comprendre. L'éducation, elle est clé aussi pour donner aux jeunes générations une compréhension de la manière dont on mène ces transformations-là. Ce n'est pas simplement connaître pour comprendre, c'est aussi savoir comment mettre en place des changements par des projets, par l'apprentissage de projets qui parfois ne marchent pas. Et cette pédagogie-là, elle manque vraiment fortement. Et puis enfin, il y a la question de la mobilisation des financements. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que ce n'est pas totalement infaisable, ce n'est pas mission impossible. Mais en fait, la volonté politique, elle est essentielle. Et la volonté citoyenne, elle est indispensable. Et c'est pour ça que je termine en disant « chaque choix compte ». Merci de votre attention.
Il y a des micros ici. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie pour cet exposé qui était aussi complet que clair et qui, je pense, nous apporte pas mal de lumière sur, en effet, ce qu'il convient de faire. Je dirais simplement que du point de vue du groupe 3, si je puis dire, auquel j'ai participé il y a quelques années, ce qu'apporte le rapport 1.5, c'est essentiellement ce concept de neutralité carbone, avec quelque chose qui est à la fois à nouveau contradictoire. C'est encore beaucoup plus difficile à atteindre que les objectifs qui étaient fixés auparavant. Mais dans le même temps, ce concept de neutralité carbone, qui d'ailleurs en français donne zéro émission nette, donc ça fait zen. Il y a beaucoup d'études zen qui commencent à apparaître. En France, il y a une série d'études sur zéro émission nette. Et je crois que ça nous donne un cap qui est extrêmement clair. Et ça nous oblige à réfléchir un peu au-delà, je dirais, de la simple transformation progressive des systèmes et à nous placer à l'horizon 2050 et à nous dire comment les différents systèmes que tu as évoqués, les différents systèmes techniques ou sous-systèmes techniques, doivent se transformer de façon à atteindre en 2050 le zéro émission nette. Et ce sont, je pense que, en tout cas avec mes lunettes d'économiste, le concept de système technique à transformer vers la neutralité carbone, c'est vraiment quelque chose de clé et c'est certainement l'apport le plus important du rapport 1.5. Voilà, j'en reste là et j'ouvre maintenant la parole à la salle. Alors, il faut peut-être un deuxième aussi qu'on va prendre. Je vais mettre un autre. C'est toi qui modère. On partage. Partager les micros. Mais moi, je ne vais pas causer. Oui, merci beaucoup Valérie pour ce constat très clair. On a droit à une seule question, hein, c'est ça. Donc j'ai beaucoup hésité entre une question technique du style mais qu'est-ce qu'il en est de cette glaciation qu'on nous annonçait quand j'étais petit, de manière naïve. Qu'est-ce qu'il en est de l'absorption de la température par les couches de la lithosphère profonde. Qu'est-ce qu'il en est de la géorémédiation. Et puis je me suis dit non, finalement je vais opter pour une question plus politique ou économique, et elle sera carrément provocative ou naïve en fonction de votre sensibilité. Ma question c'est, est-ce que notre système actuel, système politique ou économique, libéral ou ultralibéral, sont compatibles avec des prises de décision pour le bien commun, pour le bien de l'humanité? Voilà, c'était ça ma question naïve. Merci. Comment voulez-vous que je réponde à cette question-là? Je pense que c'est une question qui s'adresse à l'ensemble de la société. Moi, à ma petite place, je pense que c'est le défi le plus grand qui est devant nos démocraties. C'est une réponse d'une grande brièveté, et c'est très bien. Je vous demanderai aussi, nous devons laisser la salle impérativement 5 minutes avant 8 heures, donc je vous demanderai une question et une question courte, s'il vous plaît. Bonjour. Ça marche. Ça marche. Je vous ai écouté. C'est super, très intéressant. Par contre, vous n'avez pas donné les solutions. Jusqu'à 2050, il y a 1,5 degré. Pourquoi pas 2 ou 3 degrés? Parce que les Américains ou les Chinois, on ne leur donne pas on ne les force pas. Mais il faut les solutions. Nos enfants, nos petits-enfants, il faut les solutions. Il faut donner des solutions maintenant. Et merci. Alors en fait, si vous allez plonger dans la beauté de notre rapport, donc voilà le site web. Donc il est écrit en anglais, je suis désolée. Mais vous allez voir par exemple que sur les choix individuels de comportement, il y a un ensemble d'options qui sont proposées. Vous pouvez agir, par exemple chez vous, sur l'isolation de votre logement, vous pouvez agir sur votre manière de vous déplacer, vous pouvez agir sur votre manière de vous nourrir, vous pouvez agir sur votre consommation plus largement, consommation responsable. Après, il y a des options pour décarboner les systèmes électriques.
Mais en fonction du contexte géographique, les options ne sont pas les mêmes. Certaines régions du monde ont un potentiel plus fort que d'autres sur l'hydroélectricité, un potentiel plus fort que d'autres sur, par exemple, le photovoltaïque ou l'éolien. D'autres régions, elles ont un potentiel monstrueux de gains en termes d'efficacité énergétique. Vous avez en fait des possibilités d'action sur les systèmes agricoles qui ne sont pas les mêmes selon le système agricole. Donc dans un rapport de ce type-là, sur une présentation succincte, ce qu'on va donner, c'est une image d'ensemble. Mais en fait, il y a énormément de possibilités d'agir différentes qui s'offrent à chacun. Et le mandat des rapports du GIEC, c'est aussi de ne pas être prescriptif. C'est-à-dire, on ne va pas dire la France doit faire ça, ou l'Allemagne doit faire ça, ou un Français doit faire ça. On va montrer les options qui existent et qui vont dépendre du contexte. Après, vous pouvez en fait traduire ça plus concrètement. Moi, la seule chose que... et vous parliez des autres pays. Donc chaque pays met sur la table des contributions volontaires dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Donc chaque pays s'engage à faire des choses qui ne sont pas forcément contraignantes. Il y a des transformations très profondes qui sont à l'œuvre aujourd'hui en Chine sur les grandes infrastructures, sur les systèmes énergétiques, sur la mobilité. Il y a en fait aux États-Unis un panorama qui est très contrasté entre l'attitude, disons, anti-science de la Maison-Blanche et puis en même temps un secteur du monde de l'entreprise qui bouge dans tous les sens, des investisseurs qui changent parfois les règles même sur les financements parce qu'ils recherchent des investissements responsables. Vous avez des grandes villes et des États plutôt sur les zones côtières qui ont également des politiques ambitieuses pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en réalité, chacun a des leviers d'action, mais il y a vraiment besoin d'avoir une mobilisation très large et une information aux citoyens. Et je pense que c'est ce qui manque le plus, c'est-à-dire avoir une information claire sur ce qui émet des gaz à effet de serre dans les choix qu'on est amené à faire dans sa vie quotidienne. Moi, je fais une confiance très grande dans l'intelligence individuelle et collective, mais pour que cette intelligence puisse se déployer, il faut qu'il y ait une information claire, et elle n'existe pas. Et je vais donner un exemple simple. Peut-être certains d'entre vous ont la chance d'avoir une petite épargne, vous la confiez à une banque, et vous ne savez pas si cette épargne est au service des transitions, ou au contraire, si elle est investie pour l'exploration pétrolière ou le financement de mines de charbon, par exemple en Australie ou ailleurs. Et cette information-là, elle manque, je trouve, de manière criante. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais simplement avoir deux informations complémentaires de votre part. Je ne sais pas très bien pourquoi les États-Unis, quelles sont les motivations, les arguments avancés pour la position prise par les États-Unis de se retirer du climat. Et la deuxième toute petite question, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur l'éducation. Vous avez eu certainement des contacts avec le gouvernement français. Y a-t-il des mesures, des programmes, des choses envisagées pour agir envers les jeunes générations, comme vous l'aviez un peu souligné tout à l'heure? Parce que ça, c'est effectivement ce qui est certainement le plus important à faire. Alors, du côté des États-Unis, je ne suis pas dans la tête de Donald Trump, mais je pense que beaucoup de choses sont simplement guidées par l'envie la peur d'actifs échoués, c'est-à-dire si vous êtes lucide sur l'enjeu, sur les transformations à mener, alors un certain nombre de capitaux qui sont investis dans l'exploration pétrolière, gazière ou dans le charbon risquent de s'évaporer. Donc il y a une vraie peur de perdre cet argent investi dans les entreprises qui contribuent à l'exploitation des énergies fossiles. Et puis vous avez également d'autre part des actifs qui sont investis massivement dans des infrastructures côtières, y compris des complexes hôteliers, au ras de la mer, à plein d'endroits. Et si vous êtes lucide sur les risques liés au changement climatique, y compris sur la montée du niveau des mers, que ça rentre dans un cadre par exemple réglementaire ou législatif, vos capitaux s'évaporent de la même manière. Moi, c'est ma grille de lecture un peu basique. Comme on l'a vu à de nombreuses reprises, vous savez, les marchands de doute ne se sont pas exprimés que sur le climat. Ils se sont exprimés dans le passé autour de tout enjeu de réglementation environnementale pour faire gagner du temps à ceux qui avaient investi dans les entreprises qui contribuaient au problème, que ce soit sur la destruction de l'ozone, les pluies acides ou d'autres sujets. Et je vous invite à lire le livre remarquable de l'historienne des sciences Naomi Oreskes, qui montre ce fonctionnement de marchands de doute, qui aux États-Unis a tragiquement réussi, de telle sorte que c'est devenu le fait de nier la réalité du changement climatique au départ et puis maintenant
la responsabilité humaine ou l'ampleur des risques, c'est devenu un déterminant d'un des principaux partis politiques américains, ce qui est finalement le pire qui puisse arriver sur le rapport entre la science et la société. Alors ensuite, sur l'éducation, suis-je entendu? Alors, mon témoignage, donc j'écris au ministre de l'Éducation une lettre ouverte dans Mediapart, signée par 2000 personnes, pas mal de gens de l'Académie des sciences, pas mal de gens engagés. Rien. J'écris au Conseil supérieur des programmes sur leur boîte mail, rien. J'écris au ministre sur la boîte mail du ministère, je reçois un robot qui me répond, donc je ne donne pas suite, rien. Donc rien ne se passe, je suis quand même un peu frustrée, donc j'écris aussi une tribune dans Le Monde avec Laurence Tubiana, enfin voilà, je fais ce que je peux faire. Rien ne se passe jusqu'au mouvement de jeunesse pour le climat. Alors là, formidable. Formidable, je remercie les jeunes. Donc les jeunes qui vont dans la rue, les jeunes qui interpellent les responsables d'établissements, qui interpellent le ministre de l'Éducation quand il va faire la tournée des classes sur une série de conférences. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande en fait d'en savoir plus. C'est assez formidable. Nous voulons être formés, nous voulons avoir dans notre programme éducatif des informations. Le manifeste des étudiants pour une transition écologique, c'est la même chose. C'est ces choses-là qu'on a glanées nous-mêmes à droite à gauche, on veut que ce soit dans nos cursus. Donc moi, en décembre, en fait, j'avais lu les nouveaux programmes de collège, et puis j'avais lu les nouveaux programmes de seconde et première, et en seconde et première, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et donc, ce qui s'est passé depuis, c'est que, donc, grâce au mouvement des jeunes, j'ai été reçue par 2 conseillers du ministre de l'Éducation nationale et lui-même pendant 1 heure. Alors, je m'excuse, mais je suis arrivée avec un questionnaire. Donc, parlons climat, j'ai 10 questions. Qu'est-ce que c'est la différence météo et climat? On en est où sur le réchauffement? Pourquoi est-ce qu'on a dit 2 degrés dans l'accord de Paris? Qu'est-ce que c'est la fraction de la population française exposée à des aléas climatiques sévères? Les chiffres du ministère de l'Environnement. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre d'un Français par an? Enfin voilà, il y a des questions un peu simples. Et donc, j'ai réussi à démontrer à quel point il était nécessaire d'avoir des actions de formation et d'éducation par ces questions. Et en parallèle, il y a eu toute une initiative via l'Académie des sciences et d'autres acteurs pour construire le programme de terminale. Et j'ai aussi été auditionnée à distance, donc j'ai fait une magnifique vidéo animée de la même conférence enregistrée pour le Conseil supérieur des programmes. Donc on m'a indiqué qu'il était possible, si c'était décidé, qu'il y ait un gros morceau du tronc commun de terminale en sciences qui touchera donc tous les élèves de lycée général, autour des enjeux énergie-climat, donc à peu près 2 heures par semaine, 1/3 de l'année. Donc c'est chouette. Mais mes parents étaient profs d'anglais. Et alors j'ai appris une chose de mes parents, c'est que la pédagogie, c'est la répétition. Et donc mettre quelque chose à la fin du cursus primaire, collège, lycée, c'est bien, mais c'est pas assez pour moi. Et c'est pas assez pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas la répétition, qui est importante. Et puis, on ne va pas toucher toute une classe d'âge. En particulier, ceux qui vont faire le choix de filières professionnelles n'auront pas en fait des repères clairs. Donc pour moi, le collège est vraiment important, l'âge 4e, 3e. Il est aussi important parce que c'est l'âge où j'ai observé sur mes enfants et autour de moi que c'est là où finalement il y a une forme de pression de la société de consommation qui s'exerce très fortement sur de jeunes esprits. Et donc les doter d'un solide esprit critique, à cet âge, ça me semblerait important autour des enjeux sur notre consommation, le lien avec la biodiversité, le lien avec le climat, les options d'action. Et puis la dernière chose, donc c'est des connaissances, des compétences scientifiques, un esprit critique solide, parce qu'on navigue aussi dans un monde d'intox de toutes sortes, y compris très alarmiste, très anxiogène, ou de déni complet. La dernière chose, c'est comment on fait en sorte de donner de l'espoir aux jeunes générations. Moi, je suis vraiment frappée quand j'échange avec des jeunes qui se sont informés, souvent par eux-mêmes, souvent par les réseaux sociaux, du caractère très lourd de ce qu'on transmet. Du caractère, même du poids disproportionné qu'on fait peser sur leurs épaules en leur disant vous, on va vous former, puis c'est vous qui allez faire tout le boulot. Voyez ? Comment on fait en sorte de créer une culture propice à mener les transitions? Et ça, c'est la pédagogie par projet. On n'est pas très bon pour le faire. Donc les initiatives de type éco-délégué, où on a des projets dans les écoles, où on apprend à échouer, on apprend à essayer, on apprend à se fixer des objectifs atteignables, on apprend en échangeant avec les autres, à mon sens, c'est ce qui manque le plus à tous les niveaux. Et le pays, la région du monde qui a vraiment une pédagogie innovante de ce point de vue-là, c'est la Californie. Et ça a été vraiment pensé pour former des jeunes générations à même de déployer des transformations. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque le plus, en réalité.
Je vois par exemple des jeunes super bien formés qui sont recrutés, responsables dans des entreprises, développement durable, responsabilité sociale et environnementale, dans des collectivités, dans des administrations. Ils arrivent plein d'idées, et puis seulement ce qui est gratuit est mis, enfin vous voyez, qui coûte rien est mis en œuvre. Donc les choses un peu à la marge, mais pas les transformations profondes. Et puis ils ont beau être plein d'allant, brillants et tout ce que vous voulez, au bout d'un moment ils se fatiguent, ils s'épuisent. Et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire comment on construit une culture du changement qui ne repose pas sur les gens de 23 ans qui ont affaire à des chefs d'entreprise, mais à plus grand niveau, de manière plus systématique. Et donc vraiment, je pense qu'un accent mis sur l'éducation, non pas uniquement à comprendre, mais l'éducation à agir, c'est fondamental. Bonsoir, ici. De ce côté. Ma question, elle est aussi un petit peu politique, comme tout à l'heure. C'était sur votre avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui est en train d'être finalisée en ce moment, donc qui fixe le cap de la France sur les 10 prochaines années en termes de politique énergétique. Est-ce que vous la trouvez ambitieuse ou insuffisante? Alors moi, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose qui n'est pas définitif, parce que ce serait de la spéculation. Ce que je peux également mentionner, c'est que vis-à-vis de la stratégie nationale bas carbone, et des moyens de la mise en place de cette stratégie nationale bas carbone. Cela fera l'objet du premier rapport du Haut Conseil Climat, qui devrait être rendu à la fin du mois de juin, dans lequel il y aura par exemple une attention particulière portée à la loi sur la mobilité dans ce contexte-là. Ce que je peux également dire, c'est qu'on a eu des états généraux sur l'alimentation, on a eu une loi sur l'agriculture et l'alimentation, dans lequel la question des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation à un climat qui change était exclue. Est-ce que c'est une réponse politique ? Bonsoir. Je vous remercie fortement, surtout en tant que jeune. Et je voulais vous demander, au niveau des mouvements jeunes, encore une fois, est-ce que vous trouvez aussi un espoir au niveau politique, pas seulement éducatif, mais au niveau politique et social aussi, pour engager les politiques pour faire vraiment des changements qui est vraiment nécessaire? Je pense que c'est seulement le temps qui permettra d'évaluer ça. J'ai eu en fait des échanges avec des collègues qui sont en Belgique, qui sont en Suisse, qui m'ont expliqué à quel point ce mouvement de jeunesse, il change les termes du débat politique, en particulier en mettant la question du changement climatique qui était un peu évacuée par le monde politique sur le devant de la scène. Mais je pense que seulement le temps permettra d'évaluer l'impact en réalité. Je pense aussi que ce dont je peux témoigner, c'est la chose suivante. Donc moi, je suis souvent sollicitée pour intervenir par des étudiants, par des élèves. Ça a été le cas au mois précédent dans des lycées avec les débats qui ont été associés à cette question et cette mobilisation. Et alors, vous comprenez bien, je suis physicienne, j'étais paléoclimatologue, et je me retrouve à essayer de faire un cours de comment on transforme la société. Et je me rends compte que parfois, il y a cette idée naïve qui est là, que les gouvernements, éclairés par la science, vont prendre les bonnes décisions et mettre en place des transformations profondes pour le bien commun. Mais c'est pas vrai, en fait, ça marche pas comme ça. Toutes les grandes conquêtes de la société dans le passé, ça a été des gens devant une situation qui était perçue comme injuste, intenable, qui se sont organisés, qui ont organisé des propositions concrètes, pas simplement l'expression d'une force collective, mais aussi faire émerger des propositions concrètes pour changer les choses. Et puis, c'est des rapports de force dans la société qui ensuite, petit à petit, s'imposent et puis parfois deviennent la pensée dominante plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, donc je ne suis pas, moi, paléoclimatologue, à même de vous conseiller sur la manière dont la voix de la jeunesse doit être entendue. Ce que j'observe clairement, c'est que les jeunes votent moins que les plus âgés. Et donc, du point de vue du monde politique, on accorde une attention importante aux électeurs âgés, beaucoup plus qu'aux jeunes qui ne votent pas. Donc le fait d'être un électeur engagé, le fait de participer aux réunions, par exemple, d'un conseil municipal, le fait de faire pression aussi sur les élus, je pense que c'est une manière importante de participer à la vie politique, en plus de... moi, ce qui m'a rendu optimiste, faut quand même le dire. Donc je fais le rapport 1,5 degré, compliqué, 100 heures d'approbation, puis comment dire, certains pays producteurs de pétrole, c'est compliqué à convaincre.
Donc ça a été vraiment délicat, cette approbation de notre rapport. Donc j'en sors assez épuisée. Je présente le rapport au Sénat, en quelques minutes, et puis je fais face aussi à les questions des sénateurs qui expriment toute la difficulté à intégrer la question climat dans leur vision de la société. Ils m'expriment leur incapacité, leur impuissance à mener les transformations nécessaires. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est des gens qui sont au pouvoir depuis que moi je suis au lycée quasiment. Voilà. Donc c'était un peu frustrant et heureusement qu'il y a eu ce mouvement, cette mobilisation grande pour le climat, pour se dire que oui, il y a une partie de la société qui se lève, il y a une partie de la société qui va en faire une priorité, il y a une partie de la société qui va faire des choix à chaque fois en prenant en compte cette dimension-là plutôt que une forme d'indifférence ou de fatalisme qui était un peu répandue précédemment. Je voudrais vous poser une question. Je suis physicien et j'ai l'habitude de compter, et l'énergie, ça se compte. Oui. Les habitants aussi. Et la division a un sens. Donc la question, c'est que, si vous voulez, supposons que finalement l'humanité ait le comportement que vous souhaitez, en mettant les choses au mieux. Quelle énergie, en 2050, va disposer, par exemple, de quelle énergie, en 2050, un Européen, qui consomme à peu près 3 TEP par habitant par an, disposera? Jamais on a... Excusez-moi, je fais un petit commentaire. Jamais on aborde cette question. Et personnellement, je pense que c'est un peu dommage, parce qu'on ne sait pas où on va. On sait qu'il faut diminuer. Beaucoup, ça ne me dit rien. Beaucoup, ça ne veut rien dire. Un peu, ça ne veut rien dire. Il y a des chiffres pour traduire ça. Merci. Tout à fait, mais ces chiffres n'ont pas de sens en tant que tels au niveau planétaire, ils ont de sens dans un système énergétique particulier par rapport à une évolution sur les dernières décennies et à des projections qui sont ancrées dans chaque secteur. Et là, je me tourne vers mon voisin, parce que justement, en fait, il y a un ensemble d'économistes de l'énergie qui sont parfois, pour une partie d'entre eux, initialement formés comme physiciens, qui abordent cette question-là avec cet angle-là. Donc moi, je ne peux pas vous traduire ces connaissances-là parce qu'elles ne sont pas présentes dans le rapport spécifiquement sur 1,5 degré, mais elles sont présentes dans la plupart des scénarios qui sont utilisés pour penser ces transformations, où on va en fait décliner finalement ces transitions sous forme d'approches chiffrées pour chaque région du monde, en fonction de différentes hypothèses, donc différents scénarios de développement, d'évolution démographique, d'urbanisation, d'inégalités croissantes ou en diminution, etc. Donc ça fait partie des éléments qui sont présents, et je peux vous envoyer la littérature que moi je connais, dans certains de ces scénarios. Ça fait partie aussi des sujets que je discute régulièrement avec d'autres physiciens dans la région parisienne. Ça fait aussi partie des sujets qu'on discute avec, par exemple, des géologues spécialistes des ressources pétrolières sur d'autres enjeux du monde physique, par exemple les limitations des ressources ou le coût en capital pour l'exploitation de ressources difficiles d'accès. Je ne sais pas si... Je suis enseignante de physique-chimie en collège, donc vous nous transmettez une lourde charge. Il serait sans doute bon aussi qu'on ait la formation continue qui va avec. Un espoir, parce que en fait, dans les programmes du CM1, la terminale, on doit enseigner l'énergie. Je prends conscience avec votre exposé de l'importance de l'enseignement sur le dioxyde de carbone, et ça, j'en avais pas conscience. Donc, bon, on a les moyens de faire si on est conscient qu'il faut qu'on le fasse. Une question autre, vous n'abordez pas du tout la problématique du nucléaire, parce que le nucléaire, dans votre exposé, il semble une bonne solution finalement. Bon, alors donc sur les programmes de collège, dans les anciens programmes de collège, en 4e, en physique, il y avait une initiation sur l'effet de serre qui n'est plus dans les nouveaux programmes. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans beaucoup de collèges qui, comme il y a une marge de manœuvre en fait sur l'interprétation des programmes, montent des projets, font des choses approfondies sur certains aspects de ces questions-là. Mais à la fin, finalement, ce qui est frustrant, c'est le niveau de compétence standard minimum des élèves.
Et moi, les choses qui me préoccupent, c'est par exemple un sondage récent qui montre que pour les jeunes Français de 18 à 24 ans, il y en a un tiers qui disent non, le climat ne change pas et ce n'est pas dû à l'influence humaine. Ça veut dire qu'on a manqué collectivement quelque chose puisqu'ils sont sortis il y a quelques années en fait, de notre système éducatif. Pour que ce soit pris au sérieux, je pense qu'il faut que les évaluations de l'OCDE, qui sont utilisées comme des indicateurs par les ministres de l'Éducation, intègrent ces compétences de manière renforcée. Et sur la partie formation, vous avez un potentiel ici formidable avec l'université, avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs parfaitement compétents. Et je pense que vous pouvez monter aussi ces passerelles de formation continue pour lesquelles je suis certaine que beaucoup de collègues de Grenoble seraient tout à fait partants. Alors après, vous me parlez du nucléaire. Donc moi, je suis en fait chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Quand j'ai, avec les autres coprésidents des 3 groupes de travail du GIEC, coordonné la préparation de ce rapport, comme dans tous les sujets, j'ai fait une déclaration de conflit d'intérêts et j'ai indiqué que tout ce qui toucherait au nucléaire, je n'y toucherai pas. Donc ni pour la sélection des auteurs, ni pour la relecture des chapitres, le suivi des commentaires de relecture ou le résumé pour décideurs. Donc ce n'est pas du tout moi qui m'en suis occupée parce que je pense que c'est important d'être factuel pour rapporter la manière dont cela a été fait. Donc, dans le rapport, il y a effectivement un certain nombre de scénarios qui intègrent une augmentation de la production d'électricité nucléaire dans le monde, pas tous, mais une partie, une augmentation typiquement de peut-être un facteur 10 maximum, si je suis correcte, et c'est sans commune mesure avec la transformation où vous sortez des énergies fossiles et vous remplacez ça par des énergies renouvelables, en ordre de grandeur. C'est pour ça que je mets l'accent sur cette dimension-là par rapport aux enjeux dans le monde. Et donc, sur la partie nucléaire, typiquement, ça relève de choix de société, ça relève de la question de l'acceptabilité sociale, ça relève aussi d'une analyse de l'évolution des coûts du kilowattheure produit en fonction de l'évolution des technologies sur les marchés internationaux. Donc il y a des éléments dans le chapitre sur les transitions, il y a des éléments dans le chapitre 2, il y a des éléments dans le chapitre 4 et des éléments dans le chapitre 5 autour du nucléaire qui sont présents. Sur les réseaux sociaux, je suis en particulier bombardée de sollicitations des personnes à fond pro-nucléaire qui considèrent que je devrais en parler plus. Et par rapport à mon employeur et mon profil, je pense que je suis légitime à parler climat, mais pas à parler sur une option particulière dans le contexte français, parce que notre rapport ne porte pas sur le contexte français. Du coup, moi, ça serait à la fois une question et aussi une petite remarque. Là, on a quand même pas mal entendu de questions qui portaient autour de l'éducation, mais seulement faites par l'éducation nationale. Et j'aimerais savoir, du coup, vous, si vous aviez une idée, par exemple, de la proportion qu'il faudrait entre la prise de conscience collective à la fois, mais aussi la prise de conscience individuelle. Parce que là, moi, ce que je peux constater en tant qu'étudiant déjà, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, on nous bombarde en éducation civique, chaque fois, les étudiants sont là, ah, ça m'énerve, j'ai pas envie d'apprendre ça. Alors que du coup, ça serait plus le respect de l'environnement par les parents qu'il faudrait investir, plutôt que... Voilà. Oui, vous posez la question de la transformation de la société. Est-ce que c'est les adultes qui donnent l'exemple aux jeunes ou est-ce qu'on a l'espoir qu'en éduquant les jeunes, ils vont transformer leurs parents, ce qui peut être une vue de l'esprit. C'est une question qui est importante. Moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, en parlant maintenant du supérieur, il y a un think tank là, qui s'appelle le Shift Project qui avait analysé les programmes du supérieur sur les questions changement climatique. C'était intéressant ce qu'ils avaient montré. Donc ils avaient montré que c'était essentiellement en fin de cycle, encore une fois, donc plutôt au niveau master. C'était un peu présent dans les formations universitaires, et ils les ont vraiment mal regardé, on pourrait les aider, je pense, la conférence des présidents d'université, elle pourrait être plus ambitieuse là-dessus, et montrer tout ce qui se fait de bien dans les universités. Ça se fait un peu dans les écoles d'ingénieurs, sous l'angle énergie, beaucoup. Mais alors là où ça se fait vraiment pas beaucoup, c'est sciences de la gestion, médecine, ou école de commerce. Donc là, il y a un potentiel, parce que c'est des gens qui vont quand même être amenés à prendre des décisions importantes. Il y a un potentiel à en faire un déterminant à l'arrivée dans ces études-là, en disant, voilà, vous étiez lycéen, maintenant vous êtes étudiant, pas à la fin. Vous êtes étudiant, vous êtes des personnes responsables, vous allez faire des choix. Et voilà 3 grands enjeux, enfin à mon sens, climat, biodiversité, inégalité, par exemple.
3 enjeux importants à prendre en compte, 3 enjeux importants pour la cohésion de notre société et puis sa soutenabilité, quoi. On pourrait imaginer de le prendre dans l'autre sens. Alors, sur le côté positif, il y a une étude américaine qui a fait un peu de bruit la semaine dernière, qui est intéressante, qui montre que quand on a des enfants très bien instruits, ils peuvent changer leurs parents. Donc, c'était montré sur des Américains très conservateurs, et la manière dont les jeunes filles pouvaient affecter, finalement, faire évoluer la position de leur père. Donc, ça donne de l'espoir. Moi, j'ai 2 jeunes filles, je vois à quel point elles peuvent être influentes sur leurs parents. Donc, voilà, donc il y a des choses qui peuvent aussi donner de l'espoir. En fait, on peut parler d'utopie. Moi, mon rêve, en fait, qu'est-ce que ce serait? Mon rêve, ce serait que l'école, ce soit vraiment un lieu d'expérimentation. Ce soit qu'à l'école, on vive au quotidien, dans l'alimentation, la gestion des déchets, dans l'efficacité des bâtiments, dans ce que sera la société dans quelques dizaines d'années. Mais vous voyez que les investissements, ils ne sont pas à la hauteur, même si vous le voulez. Les écoles, en fait, c'est souvent des ruines, il faut quand même le dire. Parfois aussi, les bâtiments universitaires, etc. Donc, vraiment, ce serait génial que la nouvelle norme, ce soit ce qu'on vit à l'école et qu'on vive au quotidien, finalement, le reste des transformations qu'ensuite on devrait décliner ailleurs. Moi, j'ai l'impression que c'est la notion de confort du quotidien qui empêche... l'envie de ne pas avoir à faire d'efforts tous les jours pour que les choses changent. Oui, dans l'idée, on aimerait que, mais on ne va quand même pas prendre un tram plus un bus pour aller au boulot plutôt que prendre notre voiture. Je suis cycliste, j'ai mon casque, et quand je remonte les dizaines, voire centaines de voitures tous les jours dans lesquelles je peux compter qu'il y a une personne, parfois 2 tous les 10 voitures, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. La culpabilisation, au bout d'un moment, ça marche plus. En plus, on ne sait plus ce qui marche pas. Finalement, il faudrait plus imprimer à partir du moment où on consulte tant de fois tel fichier. Enfin, on a beaucoup d'infos, mais au bout d'un moment, je me demande ce qui peut être la clé pour convaincre, peut-être persuader, faire ressentir au fond d'eux les gens de ce que voilà, ce petit confort. Alors, on me dit que j'ai quelques minutes pour répondre. J'ai posé la question à mes collègues allemands et hollandais, comment ça se fait que la pratique du vélo est si répandue? C'est parce qu'on va à vélo à l'école et c'est la norme sociale. Donc avoir les infrastructures sûres et en faire la norme sociale plutôt que le bus ou les choses comme ça pour aller à l'école, je pense que c'est important et ça met une génération à se mettre en place. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir besoin de tout le temps prendre sa voiture et d'avoir une voiture tout le temps plus grosse, c'est une construction sociale. C'est une construction de la publicité, etc. Ça peut se déconstruire, mais on n'est pas à armes égales. Quand vous voyez le budget qui est investi pour la publicité pour les voitures, par rapport au reste, c'est sidérant. Je crois que le budget investi en publicité de la filière automobile, c'est autant que l'ensemble économique de la filière vélo en France tout entière. Voilà. Donc c'est une réalité. Donc, je pense que la question de l'encadrement de la publicité se pose vraiment. C'est-à-dire que vous avez... Moi, je regarde peu la télévision, j'ai mon constat scientifique. Chaque fois que j'allume la télévision et que je vois les publicités, je suis horrifiée. Et la conséquence, elle en est assez grave. Par exemple, sur les véhicules, donc il y a une inflexion du parc de véhicules français vers des espèces de petits SUV, des crossovers, qui sont en fait des véhicules plus lourds que les véhicules précédents, qui consomment plus de matériaux, qui ont une empreinte carbone plus élevée à la production. Et ensuite, c'est également des véhicules dont les émissions de gaz à effet de serre ne baissent plus malgré le progrès technique, alors qu'il y avait eu des baisses régulières dans le passé. Et ces véhicules-là qu'on vend aujourd'hui, donc on les vend pour qui? Alors c'est souvent des retraités qui les achètent, les voitures neuves. C'est aussi souvent des flottes d'entreprises parce que c'est un genre de prime en nature pour les cadres. Voilà, donc comment on change ça? Ça pose vraiment la question de mobiliser la société à grande échelle. Et moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont voulu baisser les émissions de leur société, qui ont touché au parc de véhicules et qui ont perdu des cadres, parce que c'était l'avantage en nature qui donne l'impression d'avoir un certain standing dans la société. Donc il y a tout ça en fait qu'il faut déconstruire, et c'est pour ça qu'on a besoin en fait de mobiliser très largement, je pense, les sciences sociales, les sciences du comportement, pour comprendre tous ces verrous, toutes ces barrières, et faire en sorte d'arriver en fait à entraîner la société vers une évolution de ce qu'on considère comme quelque chose de bien, comme un marqueur de sa réussite sociale, parce que ça fait aussi partie de déterminants profonds. Et la dernière chose, il y a aussi des enjeux importants liés à l'aménagement du territoire. Moi, j'habite en région parisienne et il y a vraiment des enjeux sur le prix du foncier qui poussent en fait les gens des classes moyennes à s'éloigner de plus en plus de leur lieu de travail pour avoir un logement à un prix décent, et ensuite qui mènent à une situation où on dépend de la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe à changer, mais il y a vraiment un enjeu à se l'approprier.
Et c'est là où on va retrouver un lien avec la question de la biodiversité, parce que finalement, en commun, on a la question de l'artificialisation des terres. Donc on parlait de net zéro émission, mais aller vers le net zéro artificialisation, ou le zéro artificialisation, c'est aussi, je pense, un outil important, réglementaire, etc., qui permettrait de bloquer cette évolution qui, en fait, va mener à des émissions de contraintes par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Une réponse... Donc ça, c'était une réponse très concrète avec une portée très générale. Le dernier mot à Valérie Masson-Delmotte. Donc juste pour dire qu'il y aura un rapport spécial au mois d'août sur changement climatique et utilisation des terres, qui va porter sur les enjeux de désertification, de dégradation des terres, de sécurité alimentaire, de gestion durable des terres et de gestion de risques associés. Et donc ça fait écho aussi à la question, au lien climat et biodiversité d'une certaine manière. En septembre, le rapport spécial sur changement climatique, océan et cryosphère. Donc cryosphère, c'est la neige, la glace, les zones gelées, avec un chapitre dédié à la haute montagne, un chapitre sur les régions polaires, un chapitre sur le littoral avec la montée du niveau des mers, et un chapitre sur les océans, les écosystèmes marins, et sur aussi le risque de changement abrupt et d'événements extrêmes. Donc j'espère que vous aurez envie de lire ces rapports, peut-être même de participer à la traduction citoyenne des rapports, parce que c'est ce qu'on a vu sur le rapport 1,5 degré, et c'est génial sur l'appropriation plus large de notre travail, y compris pour le traduire en français. Et je termine juste, en fait, parce qu'en exergue de notre rapport sur 1,5 degré, on a choisi d'avoir une citation. J'aime bien terminer par une citation. Donc c'est une citation, en fait, de l'œuvre posthume d'Antoine de Saint-Exupéry, qui s'appelle « Citadelle », et qui dit, en ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais il s'agit de le rendre possible, et donc je compte sur vous. Merci.